Je m'appelle Manon et j'ai 27 ans. Je me suis mariée avec mon mari, Nicolas, après presque 1 an de fiançailles. Nicolas semblait être un homme bon et de peu de mots, fonctionnaire dans une entreprise publique. Sa famille n'était pas fortunée. Ses parents étaient des ouvriers retraités avec une pension misérable. En revanche, ma famille jouissait d'une situation un peu meilleure. Mes parents sont indépendants et avaient économisé une somme considérable pour assurer l'avenir de leur fille. Le jour du mariage, ma mère, Marie, m'a remis un livret d'épargne et m'a chuchoté. Cet argent est mon cadeau de mariage pour toi, mais c'est aussi pour ta sécurité. Dans cette vie, surtout pour une femme, il est crucial d'avoir quelque chose à soi. Ma fille, est-ce que ton mari t'aime? Bien sûr que oui, mais ne dépend jamais complètement de lui. À ce moment-là, j'ai souri en pensant que ma mère s'inquiétait excessivement. J'aimais Nicolas, et je croyais qu'il m'aimait aussi. Il m'a dit qu'il ne voulait pas que nous emménagions seuls car ses parents, Jean et Monique, étaient âgés et avaient besoin de quelqu'un à proximité pour prendre soin d'eux. De plus, le loyer à Bordeaux était extrêmement cher et vivre ensemble nous ferait économiser pas mal d'argent. En écoutant ces paroles pleines de piété filiale et de sens pratique, cela m'a semblé raisonnable et j'ai accepté joyeusement de devenir sa femme et de vivre avec sa famille. Je ne pouvais pas imaginer que ce serait le début d'une série de jours épuisants. Juste le 2e jour après le mariage, alors que je me sentais encore intimidée à m'adapter au nouveau foyer, Nicolas m'a appelé dans le salon devant ses parents pour parler d'une affaire. Son visage était serein, mais son ton était ferme. Maman ne va pas bien du dos. Elle ne peut pas s'occuper de la cuisine. À partir de demain, est-ce que ça te dérangerait de cuisiner pour tout le monde les 3 repas de la journée? Tu cuisines très bien, et ainsi maman pourra se reposer. Ce sera le mieux pour tous. Ma belle-mère Monique, assise à côté de lui, a toussé 2 ou 3 fois, se frottant le dos avec une expression de fatigue. C'est ça, ma fille. Je suis déjà vieille. Un moment debout dans la cuisine et j'ai des vertiges. Je compte sur toi, ma belle-fille. Je l'ai regardé, puis j'ai regardé mon mari. Tout s'est passé trop vite, comme si c'était une scène parfaitement orchestrée. Mais en y réfléchissant bien, j'aimais cuisiner. Me lever un peu plus tôt le matin pour préparer le petit déjeuner et par la même occasion le déjeuner pour que Nicolas et moi l'emportions au travail, et laisser le repas prêt pour mes beaux-parents ne semblait pas être un gros problème. L'après-midi, en rentrant du travail, passer par le marché pour acheter quelque chose pour le dîner n'était pas non plus une tâche titanesque, alors j'ai hoché la tête et j'ai accepté. Mais cuisiner pour une personne et cuisiner pour toute la famille de son mari sont 2 choses complètement différentes. Chez mes beaux-parents, chacun avait ses propres goûts. Mon beau-père, Jean, préférait la nourriture au goût fort, bien salé, et avait toujours besoin de quelques tranches de piment d'Espelette dans son assiette. Ma belle-mère, Monique, au contraire, souffrait d'hypertension et de problèmes d'estomac, donc sa nourriture devait être extrêmement fade, sans rien de piquant. Nicolas, mon mari, était plus facile à satisfaire, mais il détestait le poisson sous toutes ses formes. Et puis il y avait ma belle-sœur Chloé, qui bien qu'elle soit déjà mariée et vive à proximité, amenait ses 2 enfants manger à la maison presque tous les jours. Elle se plaignait toujours qu'un plat était trop gras, qu'un autre n'avait pas assez de protéines et répétait constamment qu'il fallait manger, elle-ci, pour garder la ligne. Ainsi, à chaque repas, je tournais dans la cuisine comme une toupie. Je devais servir un bol de soupe à parsan persil pour mon mari. Le ragoût, je devais l'assaisonner 2 fois. Une fois pour mon beau-père et une autre presque sans sel pour ma belle-mère. La nourriture devait être variée pour satisfaire les aînés, les jeunes et celles qui étaient au régime. Je recevais rarement un compliment pour le repas servi. Mon beau-père se plaignait, pourquoi est-ce si fade aujourd'hui? Ma belle-mère fronçait les sourcils, pourquoi est-ce si salé? Tu veux que je fasse un infarctus? Ma belle-sœur demandait, pourquoi n'as-tu pas fait une salade de quinoa? Ces plats font beaucoup grossir. Et Nicolas? Nicolas mangeait simplement en silence, mais son silence n'était pas un signe de soutien, mais de pure indifférence. Il tenait pour acquis que c'était mon obligation, ni plus ni moins. Mon travail à l'agence de communication à Lyon, bien que je fisse la navette ou télétravaillasse souvent depuis Bordeaux, était déjà assez stressant en soi. Les dates limites et les demandes de dernière minute étaient mon pain quotidien. Hier après-midi, à seulement 15 minutes de la fin de la journée, le chef a réuni toute l'équipe pour nous assigner une tâche urgente qui devait être prête le soir même. Nous sommes donc tous restés travailler presque 2 heures de plus. Dans le chaos, j'ai complètement oublié d'appeler à la maison pour prévenir. Quand je suis enfin arrivée chez moi, traînant mon corps épuisé, l'horloge marquait 21 heures. En ouvrant la porte, je me suis retrouvée face à une scène peu agréable. Mes beaux-parents et mon mari étaient dans le salon en train de regarder la télé avec un bol de graines de tournesol à moitié mangé sur la table. La famille de ma belle-sœur était aussi au grand complet. Les 3 adultes étaient absorbés par un téléphone portable,
riant aux éclats. La maison était pleine de vie, sauf la cuisine, qui était froide et désolée. Mon estomac grondait de faim. En me voyant, le sourire de ma belle-mère s'est effacé d'un coup. Sa voix était coupante. Tu te rends compte de l'heure qu'il est? Tu ne vois pas que toute la famille est ici à attendre que tu reviennes pour faire le dîner? Je suis restée paralysée dans l'entrée. La fatigue de toute une journée de travail s'est multipliée face aux reproches de ma belle-mère. Avant que je puisse répondre, elle a continué sur un ton plaintif, s'assurant que la famille de ma belle-sœur l'entende bien. Une bonne belle-fille doit savoir organiser son travail et ses responsabilités familiales. Si tu sais que tu vas rentrer tard et que tu ne peux pas cuisiner, tu aurais au moins pu avoir la délicatesse de commander à manger pour tout le monde. On ne peut pas laisser les grands-parents et les enfants mourir de faim. Quelle femme inconsidérée! Ma belle-sœur Chloé, qui était assise les jambes croisées sur le canapé, a levé les yeux pour ajouter son grain de sel. Je te l'ai déjà dit, belle-sœur. Tu dois être plus dure. Si le chef te demande de faire des heures supplémentaires, tu lui dis que tu ne peux pas, que tu as une famille entière qui attend le dîner à la maison. Une entreprise qui oblige ses employés à travailler des heures supplémentaires, sans les payer, exploite ses travailleurs. Il faut lutter pour nos droits, ma fille. Chloé parlait comme si elle me défendait, mais en réalité, elle me blâmait d'avoir perturbé son dîner. Je suis restée silencieuse, sans envie de discuter. Parfois, le silence est la meilleure façon d'éviter une dispute sans sens, surtout quand on est trop fatigué. J'ai posé mon sac en silence et je suis allée directement à la cuisine. J'ai pensé que le mieux serait de préparer quelque chose de rapide et simple pour en finir une bonne fois pour toutes. Nicolas s'est levé et m'a suivi dans la cuisine. Pendant une seconde, une petite étincelle d'espoir s'est allumée en moi, pensant qu'il venait m'aider ou au moins dire un mot de réconfort. Mais non. Il s'est appuyé contre le cadre de la porte, les bras croisés, me regardant avec désapprobation et a commencé son sermon habituel. Maintenant tu es une femme mariée. Tu dois apprendre à faire passer la famille avant tout. Peu importe l'importance de ta carrière, peu importe ton succès, à la fin tout est pour construire un foyer. La vocation d'une femme est de prendre soin de son mari et de ses enfants, de s'occuper du repas familial. C'est le plus important. En entendant cela, toute la patience que j'avais accumulée a volé en éclats. L'épuisement, la frustration et la profonde déception envers l'homme que j'appelais mon mari ont explosé violemment. J'ai laissé ce que je faisais, je me suis tournée et je l'ai regardé droit dans les yeux. Ma voix était glaciale. Si la famille est si importante, pourquoi ta sœur n'est-elle pas dans la cuisine en train de préparer le dîner? Elle aussi est une femme, elle aussi a cette vocation, non? Pourquoi est-elle là dehors sans rien faire? Et tant qu'on y est, j'aimerais te demander, avant que je n'arrive dans cette maison, de quoi viviez-vous tous? De l'air? Nicolas a semblé surpris par ma réponse, a froncé les sourcils et a lâché une phrase que je n'oublierai probablement jamais de ma vie. Une phrase qui a mis complètement à nu sa pensée machiste, égoïste et méprisante envers moi. C'est pour ça qu'on se marie, non? Pour que sa femme serve la famille. Sinon, quelle valeur as-tu dans cette maison? Un silence mortel. J'ai senti comme si mes oreilles bourdonnaient. Valeur. Ainsi, à ses yeux et à ceux de sa famille, ma valeur était simplement celle d'une servante sans salaire, une machine à cuisiner pour eux 3 fois par jour. L'amour, le sacrifice, mes efforts pour m'adapter à sa famille, tout cela n'avait aucune valeur. Une rage que je n'avais jamais ressentie auparavant m'est montée à la poitrine. Sans dire un mot de plus, j'ai enlevé le tablier que je portais et je l'ai jeté avec force par terre. Je n'ai pas pleuré. Les larmes à ce moment-là étaient superflues. Je suis allée directement dans notre chambre, j'ai ouvert un tiroir et j'ai sorti notre livret de famille, ma carte d'identité et tous mes documents personnels. Je suis retournée au salon et j'ai jeté le livret de famille sur la table, juste devant Nicolas. Demain à 9 heures du matin, au palais de justice. Assure-toi d'apporter toute ta documentation. Nous divorçons. Cela dit, je ne lui ai pas laissé l'occasion de réagir. J'ai couru vers la porte d'entrée. Pendant que je me baissais pour mettre mes chaussures, j'ai entendu vaguement mon beau-père dire à son fils avec panique, « Mais qu'est-ce que tu fais planter là? Va chercher ta femme tout de suite. » Mais la voix de ma belle-mère a résonné avec une indifférence totale. « Laisse-la. C'est juste un caprice. Les disputes de couple sont normales. Tu crois vraiment qu'elle osera divorcer? Voyons si elle trouve quelqu'un de mieux que notre Nicolas. Si elle part, laisse-la partir. Elle reviendra la queue entre les jambes. » J'ai serré fort la bandoulière de mon sac. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes. Je suis entrée. En arrivant au rez-de-chaussée, le hall était désert. Personne ne m'avait suivi. Les paroles de ma belle-mère avaient été une prophétie pour eux. À leurs yeux, je n'oserais jamais abandonner ce mariage. Mais ils se trompaient. Le vase avait débordé.
Je suis sortie dans la rue et j'ai arrêté un taxi. Emmenez-moi au quartier des Chartrons, s'il vous plaît. J'ai donné l'adresse de mes parents avec un calme surprenant. Ce soir-là, je devais rentrer chez moi, mon vrai foyer. Le taxi a glissé dans l'obscurité, laissant derrière lui l'immeuble où j'avais vécu pendant presque un an sous le titre de la maison de mon mari. Les lumières de la rue se diffusaient à travers la vitre, tout comme mon état d'esprit. Je ne pleurais pas, mais mon cœur me faisait mal comme si on était en train de le déchirer. La douleur ne venait pas de la colère, mais de la désillusion, de réaliser le vrai visage de l'homme que j'avais aimé et en qui j'avais eu une confiance aveugle. Je suis arrivée à la maison près de 22 heures. En me voyant apparaître à la porte avec un aspect décharné, ma mère Marie, qui regardait la télévision, a sursauté. Elle a couru vers moi, me scannant de haut en bas. « Manon, qu'est-ce que tu fais ici à cette heure ? Il s'est passé quelque chose. Pourquoi as-tu le visage si pâle ?» En voyant ma mère, en voyant son regard inquiet, le mur de force que j'avais essayé de construire s'est effondré soudainement. J'ai éclaté en sanglots comme une enfant, lâchant toute la frustration et la douleur accumulée. Ma mère m'a serrée dans ses bras en caressant mon dos tremblant. « Calme-toi, ma fille, c'est passé. Rentre à la maison et raconte-moi tout. Tu es à la maison maintenant. Ici, personne ne va te faire de mal. » Sa phrase, « Tu es à la maison », m'a fait pleurer encore plus fort. Oui, c'était ici mon foyer, l'endroit où il y avait des gens qui m'aimaient vraiment et me valorisaient, pas un endroit où ma valeur se mesurait au repas que je préparais. Ma mère m'a aidé à entrer et m'a donné un verre d'eau tiède. Mon père, Pierre, est sorti de son bureau et en voyant la scène, il a compris que quelque chose n'allait pas. Pendant que je lui racontais entre deux sanglots toute l'histoire, depuis les repas pour satisfaire tout le monde jusqu'à la phrase cruelle de Nicolas, le visage de mon père s'assombrissait. Ma mère écoutait en silence, serrant ma main avec force. Quand j'ai mentionné ma décision de divorcer, mon père a frappé la table avec fureur. « Divorce. Et tout de suite. Ce vaurien, cette famille d'incapables. » Mais ma mère était plus sereine. Elle a attendu que je me calme et a ensuite dit d'une voix douce, « Manon, le mariage est pour toute la vie. Tu ne peux pas prendre une décision pareille dans un moment de colère. Je ne m'oppose pas à ce que tu divorces si tu sens que tu ne peux pas continuer, mais je veux que tu y réfléchisses très bien. » Elle m'a regardée avec un mélange de sévérité et de tendresse. « D'après ce que tu racontes, le plus gros problème est de vivre avec tes beaux-parents. Je crois que vous devriez aller vivre seul. Ton père et moi allons vous acheter un bien. Dis-le à ton mari. Si en vivant seul, sans les frictions avec ta belle-mère et la pression de la cuisine, il continue à ne pas bien te traiter, à ne pas te valoriser, alors tu pourras décider de divorcer. Au moins vous n'avez pas d'enfants en commun, tout sera plus facile. Qu'en penses-tu ? » Les paroles de ma mère ont été comme un rayon de lumière dans le chaos de mon esprit. Elle avait raison, peut-être m'étais-je précipitée. Vivre seul serait une épreuve, l'épreuve finale pour ce mariage et pour Nicolas. Ainsi je saurais s'il m'aimait vraiment ou s'il avait seulement besoin d'une épouse pour servir sa famille. D'accord, maman. Je penserai attentivement à ce que tu m'as dit. Cette nuit-là, j'ai dormi dans mon ancienne chambre. L'odeur familière des livres et du linge de lit m'a enveloppée. Pour la première fois depuis presque un an, j'ai fait un rêve vraiment tranquille, sans l'anxiété de penser à ce que je cuisinerais le lendemain. Le lendemain matin, alors que j'hésitais encore sur quoi faire, la sonnette de la maison a retenti avec insistance. Ma mère est allée ouvrir la porte et ils étaient là, ni plus ni moins que Nicolas et ses parents. Leurs visages reflétaient la panique et la fatigue, comme s'ils n'avaient pas dormi de la nuit. Dès qu'il m'a vu, Nicolas s'est empressé de s'approcher, mais le regard sévère de mon père l'a arrêté net. Monique, ma belle-mère, la même qui hier disait que je reviendrais seule, avait changé son attitude à 180 degrés. Elle s'est approchée, m'a pris la main et a dit d'une voix pleine de repentir, « Manon, ma fille, je me suis trompée, je te demande pardon. Je n'ai pas été bonne avec toi. Je n'ai pas eu de tact. S'il te plaît, pardonne-nous à moi et à Nicolas. Donne-lui une chance. C'est un insensé. Il parle sans penser. Ne lui en tiens pas rigueur. » Nicolas a aussi incliné la tête, murmurant, « Je suis désolé, Manon, je me suis trompée. S'il te plaît, ne divorce pas. Si tu veux, nous allons vivre dans un appartement en location, d'accord ? Je ne te laisserai plus souffrir. » En voyant son attitude, je me suis sentie à la fois surprise et sceptique. Le changement était trop soudain, mais en me rappelant le conseil de ma mère, j'ai décidé de leur donner une chance. Je ne vais pas divorcer, ai-je dit d'une voix encore froide, mais j'ai une condition. Nous irons vivre seuls. Mes parents nous achèteront un bien, mais ce bien sera uniquement à mon nom. Ma déclaration a laissé les 3 membres de la famille de Nicolas atterrés.
Un silence tendu s'est emparé de la pièce. Je savais que c'était la véritable épreuve. Ma phrase, le bien sera uniquement à mon nom, a été comme une pierre lancée dans un étang calme. Les trois sont restés pétrifiés. J'ai pu voir clairement le calcul rapide dans les yeux de ma belle-mère, la confusion sur le visage de Nicolas et la surprise sur celui de Jean, mon beau-père. Le silence s'est prolongé, devenant asphyxiant. Mon père, les bras croisés, ressemblait à un juge attendant la réponse de l'accusé. Ma mère, sereine comme toujours, me caressait doucement le dos pour me tranquilliser. Finalement, c'est Monique, ma belle-mère, qui a rompu le silence. Elle a esquissé un sourire un peu forcé et avec une douceur incroyable a dit « Ah, mon Dieu, je pensais que c'était quelque chose de plus grave. C'est une bêtise, ma fille. Si ce sont tes parents qui t'offrent le logement, c'est logique qu'il soit à ton nom. Vous deux, vous ne faites qu'un. Peu importe qu'il soit à ton nom ou à celui de Nicolas. Tant que vous vous aimez et que vous êtes heureux ensemble, nous serons enchantés. » Ces paroles sonnaient raisonnables et conciliantes, mais après le choc de la nuit précédente, je n'étais plus la fille naïve et crédule d'avant. Je me suis rendu compte qu'il y avait dans ces paroles un calcul très bien dissimulé. Elle a accepté trop vite, suspectement vite. Nicolas, voyant que sa mère donnait le feu vert, s'est empressé de la seconder. « Bien sûr que oui, chérie. C'est le plus juste que l'appartement soit à ton nom, du moment que tu reviens avec moi. Ce que tu décideras sera bien. » Je l'ai regardé en essayant de trouver une lueur de sincérité dans ses yeux. Mais tout ce que j'ai vu, c'était de la hâte, un désir de clore l'affaire au plus vite. Pour lui, que l'appartement soit à mon nom semblait moins important que de sauver le mariage, ou plutôt que de sauver une épouse et le cadeau de mariage considérable qui allait arriver. Je suis restée silencieuse sans répondre. Je me suis tournée vers ma mère. Elle a hoché légèrement la tête, m'indiquant d'accepter. Bon, considérons cela comme la première étape. Le temps dirait ce qui se passerait ensuite. D'accord, ai-je dit. Je reviendrai avec vous, mais j'ai besoin de temps pour que mes parents trouvent un bien. Pendant ce temps, je continuerai à vivre chez vous, mais je ne pourrai pas me charger de tous les repas. Mon travail est très exigeant. Est-ce que maman et Chloé pourraient m'aider? C'était ma deuxième épreuve. Je voulais voir leur réaction quand je leur demanderais directement de partager les tâches. Le visage de ma belle-mère a montré une fugace expression de dégoût, mais elle l'a caché rapidement. Bien sûr que oui, ma fille. Toi, préoccupe-toi de ton travail. Pour la nourriture à la maison, ta belle-sœur et moi nous en chargeons. Tu as assez travaillé, ma belle-fille. Ainsi, je suis revenue avec eux. La vie, après cela, a connu quelques changements. Ma belle-mère est vraiment entrée dans la cuisine, bien que les repas fussent plus simples et pas aussi élaborés que les miens. Ma belle-sœur ne passait plus la journée assise et de temps en temps aidait à nettoyer les légumes ou à laver la vaisselle. Nicolas se montrait plus attentif avec moi. Il me demandait si j'étais fatiguée, si le travail était dur. Cependant, je sentais une certaine artificialité dans tous ces changements. C'était comme une pièce de théâtre bien montée, où tous s'efforçaient de jouer leur rôle. De temps en temps, je surprenais encore ma belle-mère avec un regard de mécontentement pendant qu'elle était dans la cuisine. J'entendais encore ma belle-sœur se plaindre à sa mère que les tâches ménagères étaient la responsabilité de la belle-sœur, pas la sienne. Et Nicolas. Son attention était superficielle, comme une obligation qu'il devait remplir. Environ un mois plus tard, ma mère a appelé pour me dire qu'elle avait trouvé un bien. C'était un magnifique appartement situé dans une maison de maître en pierre, dans un quartier neuf pas très loin du centre de Bordeaux, près du jardin public. Il faisait presque 100 mètres carrés et était complètement meublé, prêt à habiter. Ma mère avait déjà réglé toute la paperasse. L'acte de propriété était au nom unique de Manon. Le jour où j'ai reçu les clés, ma belle-mère et ma belle-sœur ont insisté pour venir. En entrant dans l'appartement, elles n'ont pas pu cacher leur étonnement et leur admiration. Mon Dieu, quelle belle maison, si spacieuse et lumineuse. Monique a parcouru l'appartement en passant la main sur le canapé en cuir avec les yeux brillants. Ma belle-sœur a couru dans la chambre principale en s'exclamant « Cette chambre est magnifique, belle-sœur, et elle a un balcon privé. Ce serait génial de venir dormir ici avec les enfants. » Elle parlait et agissait comme si c'était aussi leur maison. Nicolas semblait très heureux. Il m'a serré dans ses bras et m'a chuchoté à l'oreille. « Merci à toi et à tes parents. Ici nous commencerons à nouveau et nous serons très heureux. » J'ai regardé son sourire, l'expression de jubilation de ma belle-mère et de ma belle-sœur, et une vague sensation d'inquiétude s'est emparée de moi. Est-ce que déménager seul serait une véritable échappatoire ou ouvrirait simplement un nouveau champ de bataille? Une bataille dont l'objectif ne serait pas seulement mon travail, mais aussi mon patrimoine? Peut-être que mon épreuve ne faisait que commencer.
Les premières semaines dans le nouvel appartement ont été un rêve. Nicolas semblait s'être transformé en une autre personne. Il prenait l'initiative en cuisine, apprenant à préparer mes plats préférés. Il a monté lui-même une nouvelle étagère dans le bureau et s'activait à nettoyer la maison avec moi chaque week-end. Nous allions ensemble au supermarché, nous regardions des films tard le soir en profitant de l'intimité et de la douceur d'un couple de vrais jeunes mariés. J'ai été sur le point de croire que ma décision de donner une seconde chance à notre mariage avait été la bonne. J'ai pensé que, comme le disait ma mère, tous les conflits antérieurs étaient dus aux frictions de la cohabitation. Avec notre propre espace, notre amour avait refleuri. Je me suis permis d'être heureuse, de faire confiance une fois de plus, mais cette paix a duré moins longtemps que je ne l'imaginais. Les premières fissures sont apparues après seulement 2 semaines et sont venues de la main de ma belle-mère, Monique. Tout a commencé par des appels téléphoniques excessivement attentionnés. Elle appelait presque tous les jours, moi ou Nicolas, pour demander si nous avions déjà mangé ou si nous avions besoin qu'elle nous achète quelque chose. Au début, j'ai pensé que c'était l'inquiétude normale d'une mère, mais peu à peu je me suis rendu compte que c'était sa façon de contrôler et de s'immiscer dans notre vie privée. Un soir, alors que nous regardions la télévision après le dîner, on a sonné à la porte. C'était Monique. Elle apportait un Tupperware avec du bouillon maison. Je passais par ici après ma promenade et je vous ai apporté un peu de bouillon pour que vous repreniez des forces. Dernièrement je te trouve très maigre, Manon, a-t-elle dit d'une voix mielleuse. Et elle est entrée dans la maison comme si c'était la sienne. Elle ne s'est pas contentée de laisser le bouillon et de partir. Elle est restée. Elle a fait un tour dans toute la maison, du salon à la cuisine, et elle est même entrée dans notre chambre. Elle passait le doigt sur les meubles, inspectant chaque recoin. Ce réfrigérateur est trop grand pour 2. Vous gaspillez beaucoup d'électricité. Pourquoi n'accrochez-vous pas une photo de mariage plus grande dans le salon pour qu'elle soit plus visible? Les rideaux de cette couleur sont très sombres, ils rendent la maison triste. Des commentaires apparemment inoffensifs, mais qui m'étaient incroyablement agaçants. Elle se comportait comme la propriétaire, et je n'étais qu'une locataire temporaire dans cette maison. Le point culminant est arrivé quand, debout dans l'entrée, elle a regardé la serrure et s'est tournée vers Nicolas. Dis donc, Nicolas, faites-moi une copie de la clé au cas où. Comme ça, si vous êtes en voyage ou au travail et qu'il se passe quelque chose, un incendie ou n'importe quelle urgence, je peux entrer jeter un coup d'œil. C'est pour votre bien. Avant que je puisse réagir, Nicolas a répondu rapidement, « Bien sûr, maman. Demain même je te fais une copie. Tu as raison. C'est toujours mieux qu'un adulte surveille. » Il a accepté sans me consulter, comme si je n'avais pas le droit de décider quoi que ce soit dans ma propre maison. Je n'ai pas pu garder mon calme plus longtemps. « Pas question, Nicolas, » ai-je dit d'une voix ferme. Cette maison est notre espace privé. Les clés, nous ne devrions les avoir que nous 2. S'il se passe quelque chose, il y a déjà l'administration de l'immeuble pour s'en charger. L'ambiance dans la pièce s'est tendue immédiatement. Monique m'a regardée et son expression n'était plus douce, mais avait un éclat glacial. Nicolas a froncé les sourcils. Qu'est-ce que tu es exagéré? Maman veut seulement nous aider. C'est que tu ne lui fais pas confiance? M'a-t-il reproché. Ce n'est pas une question de confiance, ai-je essayé d'expliquer. C'est une question de vie privée. Tu comprends? Vie privée. Quelle vie privée et quelle bêtise. Nous sommes mère et fils. Quelle bêtise est-ce que cette histoire de vie privée? A crié Nicolas. La première dispute dans notre nouvelle maison avait éclaté. Et tout ça pour une clé. Monique est partie en silence, mais j'ai su qu'elle n'était pas contente. Nicolas a été fâché toute la soirée sans m'adresser la parole. Allongé dans notre lit confortable, dans l'appartement luxueux qui était à mon nom, je me suis sentie complètement seule et désemparée. Le mur appelé sa famille était toujours trop solide et je n'étais qu'une étrangère essayant d'y entrer en vain. Après l'incident de la clé, l'ambiance entre Nicolas et moi est devenue tendue. Il n'était plus aussi joyeux et bavard que les premiers jours. Je continuais à cuisiner et nettoyer, mais comme une machine programmée, sans enthousiasme. Je savais que dans son esprit, j'étais devenue une épouse difficile et inconsidérée. L'intrusion de sa famille dans notre vie ne s'est pas arrêtée là. Elle est devenue de plus en plus subtile et agaçante. Cette fois, la protagoniste fut ma belle-sœur Chloé. Un après-midi, en rentrant du travail, j'ai trouvé ses 2 enfants, un garçon et une fille, regardant des dessins animés et mangeant des chips dans mon salon. La maison était sens dessus dessous, pleine de jouets. « Bonjour, Tata Manon » m'a salué poliment l'aîné. « Qu'est-ce que vous faites ici? Où est maman? » ai-je demandé surprise. Maman nous a amenés jouer avec tonton Nicolas. Elle a dit qu'elle devait aller se faire une manucure. Juste à ce moment-là,
Nicolas est sorti de la cuisine avec une assiette de fruits coupés. Je les ai récupérés moi, a-t-il dit en souriant. C'est que la maison est très vide avec juste nous deux. Un peu de bruit, d'enfant, ça donne de la joie. Je n'ai pas su quoi dire. Je ne voyais la joie nulle part, seulement la fatigue. Je venais d'arriver du travail et la seule chose que je voulais était me reposer en silence. Et maintenant je devais m'occuper de 2 enfants de plus. Mais je ne pouvais pas le dire de peur que Nicolas ne m'accuse à nouveau de ne pas aimer sa famille. C'est devenu la norme. Presque tous les jours, Chloé nous laissait ses enfants pendant quelques heures avec n'importe quelle excuse. Un rendez-vous au spa, une réunion de parents, un café avec des amis. Ma maison était devenue de facto une garderie gratuite. Non seulement je devais m'occuper du repas pour nous, mais aussi pour mes 2 neveux. Ils mangeaient, salissaient tout, et c'était moi qui devais nettoyer. Le comble du désagrément arrivait les week-ends. Au lieu d'être un temps pour nous, notre appartement se transformait en point de rencontre de toute la famille de Nicolas. Le samedi matin, Jean et Monique étaient déjà là. Peu après arrivait la famille de Chloé. Ils venaient avec la mentalité d'être chez leur fils et leur frère, sans la moindre considération d'être des invités. Monique allait directement à la cuisine, ouvrait le frigo pour l'inspecter et commentait ensuite. « Pourquoi n'achètes-tu pas de la viande pour faire un bon bœuf bourguignon ?» Les enfants adorent ça. Jean mettait les nouvelles à la télévision à plein volume. Chloé, avec un naturel total, me demandait des choses. « Manon, tu me prépares un jus d'orange ?» Ou « Dis donc, Manon, mon fils a envie de gâteau. Tu as quelque chose dans la cuisine ?» Et Nicolas, mon mari, redevenait celui de toujours. Il s'asseyait pour regarder la télé avec son père, jouait avec ses neveux et attendait que je serve le repas. Quand je lui demandais de me donner un coup de main, il m'ignorait. « Fais-le toi. Je suis occupée avec les invités. Quand il y a de la visite, il faut être un bon hôte. De plus, ils sont de la famille. » Ils sont de la famille. C'était l'excuse qu'il utilisait pour justifier tous les désagréments que sa famille me causait. Je me sentais comme une assistante de luxe, travaillant gratuitement dans ma propre maison. Ce dimanche soir, après avoir dit au revoir à toute la troupe et vu la maison comme un champ de bataille, je n'en pouvais plus. Je me suis laissé tomber sur le canapé sans envie de nettoyer. « Ça te semble normal ça ?» ai-je demandé à Nicolas d'une voix épuisée. « Bien sûr que c'est bien. Un week-end en famille, tous ensemble. Qu'est-ce qu'il y a de mal ?» a-t-il répondu sans quitter son portable des yeux. « De la joie ? Ça te semble joyeux que je passe la journée entière fourrée dans la cuisine ? Ça te semble joyeux que notre vie privée soit envahie constamment ? » J'ai haussé le ton. « C'est notre maison, Nicolas. Ce n'est pas un restaurant gratuit, ni un parc d'attractions pour toute ta famille. » Nicolas a posé son portable. Son visage s'est assombri. « Tu recommences encore. Tu ne peux pas être un peu plus tolérante ? Ce sont mes parents, ma sœur. Qu'y a-t-il de mal à ce qu'ils viennent rendre visite à leur fils et à leur frère ? Il n'y a rien de mal, mais ils ont besoin d'avoir un minimum de respect pour moi, la maîtresse de cette maison. Et toi, tu devrais avoir la responsabilité de protéger la vie privée de notre petite famille. » J'en ai marre. A crié Nicolas. Je ne veux pas avoir à écouter tes plaintes pour ces bêtises tous les jours. La dispute s'est terminée dans un silence pesant. Le rêve d'un nouveau foyer avait volé en éclats. Je me suis rendu compte que le problème n'était pas de vivre ensemble ou séparés. Le problème était mon propre mari et la mentalité profondément ancrée dans toute sa famille. La belle-fille est là pour servir et sa famille sera toujours la priorité absolue. Après la dispute sur les invités indésirables, la relation entre Nicolas et moi est entrée dans une phase de guerre froide. Nous parlions moins. La douceur et l'attention d'avant avaient complètement disparu. Il était redevenu le mari machiste et inconsidéré de toujours. Moi, de mon côté, j'ai cessé d'essayer de lui plaire à lui ou à sa famille. Ça m'était égal. Quand ils venaient les week-ends, je cuisinais des plats simples. S'ils exigeaient quelque chose, je les ignorais. L'ambiance familiale est devenue tendue, mais au moins je ne me sentais plus comme une idiote qu'on utilisait. Mais j'ai été trop naïve de penser que les nuisances s'arrêteraient là. Quand ils ne purent plus exploiter mon travail aussi facilement, ils changèrent d'objectif pour quelque chose de beaucoup plus tangible, l'argent. Tout a commencé par un appel de Monique à Nicolas. Ce soir-là, alors qu'il regardait un match de football, il a reçu l'appel. J'ai vu comment son expression changeait de la joie à l'inquiétude, puis à la panique. Il est allé rapidement sur le balcon pour parler, m'évitant délibérément. Un moment plus tard, il est entré avec un visage sérieux, s'est assis à côté de moi et a éteint la télévision. « Manon, je dois te parler. » Mon intuition de femme m'a dit que quelque chose de mauvais se passait. « Qu'est-ce qu'il y a, Nicolas ?
Maman vient d'appeler. A-t-il bégayé? Elle dit qu'elle est allée chez le médecin. Ils lui ont dit qu'elle a un myome et qu'ils doivent l'opérer d'urgence. L'opération est assez chère. Je suis restée glacée. Monique, malade, si soudainement, alors que le week-end précédent elle avait été à la maison, en si bonne santé et criant après ses petits-enfants. Dans quel hôpital est-elle allée? Quelle est la situation exacte? Si tu veux, demain je demande ma journée et nous l'emmenons dans un hôpital plus grand pour un deuxième avis. Pour être sûr. Pour l'argent ne t'inquiète pas. Je m'en charge, ai-je dit immédiatement. Même si je ne l'aimais pas, elle restait ma belle-mère. En entendant qu'elle était gravement malade, je n'ai pas pu m'empêcher de m'inquiéter. Ma réaction a semblé prendre Nicolas par surprise. Il s'est montré nerveux et confus. Ce n'est pas la peine, chérie. Elle est allée à la consultation privée d'un médecin ami. Il est très bon. Maman ne veut pas faire de scandale. Elle ne veut pas t'inquiéter. Elle dit qu'elle a seulement besoin d'environ 2000 € pour une petite intervention. Il m'a regardé et est allé droit au but. Pourrais-tu me prêter cet argent du livret d'épargne que ta mère t'a donné au mariage? Je te le rendrai dès que je pourrai. 2000 €, une clinique privée, un médecin ami, ne pas vouloir faire de scandale. Tous ces détails ensemble ont éveillé mes soupçons. Si la maladie était si grave, pourquoi ne pas aller à un hôpital public de référence? Pourquoi tant de secrets? J'ai regardé Nicolas droit dans les yeux. Si maman est vraiment malade, je suis prête à dépenser beaucoup plus que ça pour qu'elle guérisse, mais j'ai besoin de tout savoir avec clarté. Donne-moi le nom et l'adresse de la clinique et demain matin j'irai me renseigner. Ma proposition, complètement raisonnable, a fait se fâcher Nicolas. Tu recommences encore avec tes soupçons. Tu ne crois pas que ma mère est malade? Es-tu toujours la belle-fille de cette maison? Ou est-ce que pour toi toute ma famille sont des escrocs? Je n'ai pas dit ça, ai-je haussé la voix, mais c'est une somme importante d'argent et ce qui est plus important c'est la santé de ta mère. Nous devons être prudents. Pourquoi te fâches-tu quand je veux éclaircir les choses? Ça suffit. Nicolas s'est levé d'un bond. Je ne vais plus parler avec toi. Tu es trop calculatrice et égoïste. S'il arrive quelque chose à ma mère, je ne te le pardonnerai jamais. Il est allé dans la chambre et a claqué la porte. Je suis restée seule dans le salon, me sentant confuse et blessée. Non seulement il n'a pas remercié mon inquiétude, mais il s'est retourné contre moi. Il était clair que quelque chose de louche se passait. 2 jours plus tard, je n'ai pas entendu Nicolas mentionner l'argent à nouveau. J'ai pensé qu'il l'avait peut-être obtenu par lui-même, mais je me trompais. Ce jour-là, je suis allée à la banque retirer de l'argent pour payer des factures. Quand l'employé m'a donné l'extrait du compte commun que nous avions pour les dépenses quotidiennes, je suis restée pétrifiée. Toutes nos petites économies, un peu plus de 10 000 €, avaient été retirées complètement il y a 2 jours et la personne qui les avait retirées n'était autre que Nicolas. Il avait sorti l'argent en cachette sans me dire un seul mot. Cette trahison m'a fait plus mal que toutes ces insultes. Il avait commencé à agir dans mon dos pour le bien de sa famille. La sensation de trahison m'a rongée pendant des jours. Je n'ai pas demandé à Nicolas pour les 10 000 €, je savais que ce serait inutile. Il utiliserait à nouveau l'excuse de la maladie de sa mère et me traiterait de calculatrice. J'ai gardé le silence, mais ce silence a été un mur de glace qui nous a séparés encore plus. Je me suis promis d'être plus prudente avec mes biens, surtout avec le livret d'épargne de ma mère. Mon travail est entré dans la dernière ligne droite de l'année. J'avais une présentation cruciale devant la direction et les associés, qui décideraient d'un projet très important pour l'entreprise. J'avais passé des semaines à la préparer, veillant tard pour perfectionner chaque diapositive, chaque chiffre. La veille de la présentation, j'ai organisé soigneusement tous les documents, brouillons et l'ordinateur portable avec la présentation sur mon bureau dans la chambre. J'avais expliqué à Nicolas l'importance de la réunion et je lui avais demandé de ne rien toucher. Le lendemain matin, je suis sortie de la maison tôt pour aller au bureau et mettre les dernières touches. Tout semblait bien aller, mais un cauchemar m'attendait. Juste avant la réunion, alors que je révisais les documents, je me suis rendu compte que j'avais oublié à la maison un dossier avec des statistiques clés. J'ai appelé Nicolas frénétiquement, mais il n'a pas répondu. Sans autre choix, j'ai dû prendre un taxi et retourner à la maison en toute hâte. Quand j'ai ouvert la porte de mon appartement, la première image que j'ai vue m'a laissé atterrée. Ma belle-mère Monique était chez moi. Elle nettoyait mon bureau dans notre chambre. « Ah, tu es revenue ?» Elle a levé les yeux avec un sourire innocent. Nicolas m'a donné la clé. Je passais par ici et je suis montée voir comment vous alliez. J'ai vu la maison un peu en désordre et je me suis mise à nettoyer un peu. La clé. Ainsi il avait finalement donné la clé de la maison à sa mère dans mon dos. La colère m'a envahie,
mais j'ai essayé de me contenir. Mes yeux ont parcouru le bureau. C'était un désastre. La pile de papier que j'avais ordonnée méticuleusement était maintenant un chaos. Et le pire de tout, mon ordinateur portable était là avec l'écran noir et à côté un verre d'eau renversé. L'ordinateur portable. Maman, qu'est-ce que vous avez fait? Ma voix tremblait. Ah, je nettoyais la table et j'ai cogné le verre sans faire exprès. Je ne crois pas que ce soit grand-chose. En le séchant ça marchera, a-t-elle dit avec un naturel stupéfiant. J'ai couru vers l'ordinateur et j'ai essayé de l'allumer. Impossible. Il était complètement mort. Toute ma présentation, toutes les données, tout mon effort de semaine, tout s'était envolé par la faute de son aide. La rage, la frustration et l'impuissance sont arrivés à leur point maximum. Je ne pouvais plus le supporter. Je me suis tournée vers elle et j'ai crié « Qui vous a permis d'entrer chez moi? Qui vous a permis de toucher mes affaires ?» Monique a semblé surprise par ma réaction. Elle a commencé avec sa rengaine habituelle, mais je n'avais que de bonnes intentions. Je voulais seulement aider ma belle-fille pour qu'elle n'ait pas tant de travail. Comment oses-tu parler ainsi à ta belle-mère? À ce moment-là, Nicolas est arrivé du travail. En nous voyant sa mère et moi en pleine tension, il a couru vers nous. Il a écouté sa mère raconter entre deux sanglots qu'elle voulait seulement aider et que je l'avais insultée. Sans y penser à deux fois, il s'est tourné vers moi pour me critiquer. Maman voulait seulement aider. Pourquoi dois-tu faire ce scandale? Si l'ordinateur est cassé, on en achète un autre. Tu n'avais pas besoin de faire passer ce mauvais moment à ma mère. En acheter un autre? J'ai ri d'un rire hystérique. Tu sais que tout mon projet était là-dedans? Tu sais que toi et ta mère venaient de ruiner ma carrière? C'est juste un travail. Tu as une famille. A-t-il crié. Famille. Je l'ai regardé, lui, puis sa mère. J'ai regardé la clé argentée qu'elle tenait dans la main, la clé que mon mari lui avait donnée pour qu'elle envahisse ma vie à sa guise. Soudain, je me suis sentie étrangement tranquille. Toutes mes émotions étaient mortes. Tu as raison, ai-je dit d'une voix froide comme la glace. Si quelque chose se casse, on le remplace par du neuf. Sauf que l'ordinateur cassé, tout comme un mariage cassé, n'a plus de solution. Je suis allée directement dans la chambre et j'ai fermé la porte à clé, ignorant les cris et les coups furieux de Nicolas depuis l'extérieur. Cette guerre était terminée pour moi. Il était temps d'y mettre fin. J'ai fermé la porte de la chambre à clé. Les coups de Nicolas, ses cris de rage, les sanglots théâtraux de Monique, tout me parvenait de l'extérieur comme des échos d'un autre monde. Je n'écoutais pas et je ne voulais pas écouter. Je n'ai pas pleuré. La frustration avait atteint son point le plus haut, et en passant elle n'a laissé qu'un vide et une froideur mentale inhabituelle. Je me suis assise dans l'obscurité, regardant par la fenêtre les lumières clignotantes de la ville. En quoi m'étais-je trompée? Je m'étais trompée en croyant si facilement à ses promesses. Je m'étais trompée en pensant que la patience et le sacrifice me gagneraient le respect. Je m'étais trompée en croyant que vivre seul résoudrait tout, sans comprendre que le problème racine c'était eux, leur mentalité égoïste et machiste profondément ancrée. Ils n'avaient pas besoin d'une épouse ou d'une belle-fille, ils avaient besoin d'une servante obéissante. Et si l'occasion se présentait, d'une source de revenus. Les coups à la porte ont cessé, remplacés par le son d'une dispute et ensuite par des pas qui s'éloignaient. Ils devaient s'être fatigués. Je savais qu'ils pensaient que c'était seulement un caprice, qu'au lendemain matin, quand ma colère passerait, j'ouvrirais la porte et tout reviendrait à la normale. Mais ils se trompaient. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Quand la maison a plongé dans le silence, j'ai allumé la lumière et j'ai ouvert l'armoire. Je n'ai pas pris beaucoup de vêtements, seulement quelques tailleurs pour le bureau et mes articles de toilette les plus nécessaires. Ce dont j'avais besoin était beaucoup plus important. J'ai ouvert le petit coffre-fort de l'armoire et j'ai sorti l'acte de propriété de l'appartement, le livret d'épargne que ma mère m'avait donné, mon passeport et tous mes documents importants. J'ai tout rangé soigneusement dans un autre sac. C'était ma garantie, ma voie d'évasion. Je ne permettrais à personne de me l'arracher. Presque à l'aube, quand le ciel commençait à s'éclaircir, j'ai entendu les ronflements de Nicolas depuis le salon. Il devait s'être endormi là. J'ai ouvert la porte avec précaution et je suis sortie sur la pointe des pieds. Il était recroquevillé sur le canapé et à côté de lui sa mère somnolait dans un fauteuil. Elle était probablement restée pour me surveiller. Je les ai regardés sans une once de compassion. Je suis allée au bureau où gisait encore l'ordinateur portable cassé. Je l'ai placé au centre de la table. À côté, j'ai mis notre album de photos de mariage. D'un côté le début, de l'autre la fin. Un message sans parole, mais plus contondant que n'importe quelle insulte. Ensuite je suis partie en silence. Je ne suis pas allée chez mes parents.
Je savais que si j'allais là-bas, il me chercherait. Il reviendrait pleurer, supplier, faire pression sur mes parents. J'avais besoin d'un endroit tranquille, une base depuis laquelle planifier ma prochaine étape. J'ai pris un taxi et je suis allé directement dans un hôtel au centre de Bordeaux. Une fois dans la chambre, j'ai fermé la porte à clé et je me suis enfin senti en sécurité. Debout près de la fenêtre, j'ai observé le trafic animé d'un nouveau jour qui commençait. Je savais qu'une nouvelle bataille, la bataille juridique, était sur le point de commencer et cette fois il n'y aurait pas de concession. Nicolas s'est réveillé sur le canapé avec le cou et le dos endoloris. Le souvenir de la dispute de la veille lui a fait froncer les sourcils avec agacement. « Les femmes ne servent qu'à se fâcher », a-t-il murmuré. Il pensait que Manon dormait encore dans la chambre et que ce matin ce devrait être lui qui s'excuserait. Mais en entrant dans la chambre, il a trouvé vide. Le lit était fait, l'armoire entrebâillée et il manquait certains de ses tailleurs habituels. Le cœur de Nicolas a commencé à battre avec force. Il a couru au salon et a vu sa mère encore somnolente. Sur la table, l'ordinateur cassé et l'album de mariage semblaient un défi. Il a appelé Manon en toute hâte. Le téléphone sonnait, mais personne ne répondait. Il a appelé 5, 10 fois. Seul le silence comme réponse. « Maman, réveille-toi. » Elle est partie. Nicolas a secoué sa mère avec la voix pleine de panique. Monique s'est réveillée étourdie. Quoi? Où va-t-elle aller? Sûrement chez ses parents pour se plaindre. Laisse-la, elle reviendra. Non, elle ne répond pas au téléphone, a dit Nicolas en montrant le tiroir où il savait que Manon gardait les documents. Elle a emporté tous les papiers, l'acte de propriété de l'appartement, le livret d'épargne, elle a tout emporté. En entendant les mots « acte de propriété », Monique s'est levée d'un bond. Le sommeil s'est évanoui, remplacé par une panique réelle. Elle a couru dans la chambre, a fouillé partout et a confirmé que son fils disait la vérité. Mon Dieu, quel désastre! Elle prétend tout garder et nous abandonner? A crié Chloé. La belle-sœur qui venait d'apprendre la nouvelle est arrivée en courant. En entendant l'histoire, elle aussi est entrée en panique. Nous sommes perdus. L'appartement est uniquement à son nom. Si maintenant elle demande le divorce, nous resterons à la rue. Leur peur n'était pas pour le mariage brisé de Nicolas, ni pour la douleur de Manon. Leur peur provenait du risque de perdre la propriété qu'ils avaient toujours considérée comme la leur. Pas question, a grogné Monique. Nous ne pouvons pas la laisser faire ce qu'elle veut. Nous devons aller chez ses parents tout de suite. Nous allons faire un bon scandale. Je me mettrai à pleurer et à supplier pour voir s'ils osent laisser leur fille commettre l'indécence d'abandonner son mari et de tout garder. Aussitôt dit, aussitôt fait, les trois, avec des visages de victimes préparés, se sont dirigés vers la maison de mes parents au Chartron, prêts à jouer leur drame. Mais quand la porte s'est ouverte, ce n'est pas moi qui les ai reçus, mais ma mère. Elle les a regardés avec une froideur qui ne laissait place à aucun doute. « Bonjour. Vous cherchez ma fille? Madame, vous devez nous aider. » a commencé à sangloter Monique. Manon est partie de la maison ce matin fâchée. Nous sommes très inquiets. Ma mère a souri avec dédain. Elle n'est pas ici, et je crois que vous n'avez plus besoin de la chercher. Elle a fait une pause et a ensuite prononcé une phrase qui les a laissés glacés. Si vous voulez parler de quelque chose, à partir de maintenant, parlez à mon avocate. Avocate. Le mot a résonné comme un coup de tonnerre. Ils se sont regardés et leurs visages sont passés de la panique à la terreur. Ils ont compris que le jeu de la victimisation et des larmes ne fonctionnait plus. Leur proie avait non seulement disparu, mais elle s'armait pour contre-attaquer. De la chambre d'hôtel, j'ai appelé ma mère, je lui ai raconté mon plan et que la première chose que je voulais faire était de trouver une bonne avocate. Ma mère m'a soutenue complètement. Tu fais très bien, ma fille. Pour traiter avec ces gens, il faut utiliser la loi. J'ai une amie qui travaille dans un cabinet d'avocats très prestigieux. Je l'appelle tout de suite. Cet après-midi-là, ma mère et moi nous sommes réunis dans un élégant cabinet d'avocats au centre de Bordeaux. Nous avons été reçus par l'avocate Valérie, une femme d'une quarantaine d'années avec un regard perçant et un air très professionnel. Je me suis assise face à elle et je lui ai raconté avec calme toute mon histoire. Depuis le premier jour comme belle-fille, les repas épuisants, la phrase mortelle de Nicolas, jusqu'à l'incident de la clé et l'ordinateur cassé, je lui ai montré l'extrait bancaire où l'on voyait clairement le retrait des 10 000 € fait par Nicolas. Valérie a écouté attentivement, prenant des notes de temps en temps. Quand j'ai terminé, elle m'a regardé avec compréhension, mais avec professionnalisme. « Manon, a-t-elle dit, avant tout, je suis désolée pour ce que tu as dû traverser. Du point de vue légal, tu es dans une position très avantageuse.
Elle a commencé à analyser la situation. Premièrement, la propriété. L'appartement est un bien que tes parents t'ont donné exclusivement à toi pendant le mariage et l'acte est uniquement à ton nom. Selon la loi, c'est un bien propre. Nicolas n'a absolument aucun droit sur cette maison. Deuxièmement, le motif du divorce. Tu peux solliciter le divorce pour faute en raison de l'existence de conflits graves et continus qui rendent impossible la vie commune. Les actions de Nicolas et sa famille, comme t'obliger à les servir, mépriser ta valeur, prendre de l'argent en cachette et le comble, que ta belle-mère entre chez toi et détruise un outil de travail fondamental. Tout cela peut être considéré comme de la maltraitance psychologique et économique. Nous pouvons exiger une indemnisation pour les dommages de l'ordinateur et la restitution de l'argent qu'il a retiré. En écoutant l'analyse claire et concise de Valérie, je me suis sentie plus sûre et forte que jamais. Je n'étais plus une épouse ratée et soumise. J'étais une citoyenne cherchant justice pour elle-même. Que dois-je faire maintenant ? Ai-je demandé. La première chose et la plus importante, a dit Valérie, est de couper toute communication directe avec eux. Ne réponds ni à leurs appels ni à leurs messages. À partir de maintenant, toute la communication se fera à travers notre cabinet. Cela t'évitera des pressions et du harcèlement inutile et leur démontrera ta détermination et ton sérieux. Elle m'a regardé et a continué. Nous rédigerons un burofax officiel pour l'envoyer à Nicolas. Nous lui notifierons que je suis ta représentante légale dans la procédure de divorce et nous exigerons que lui et sa famille cessent tout acte de harcèlement envers toi. Ce sera le premier tir. En sortant du cabinet de l'avocate, je me suis sentie comme si on m'avait enlevé un poids énorme. J'avais une alliée forte et experte. Je n'étais plus seule dans cette lutte. Je savais que le chemin ne serait pas facile, mais j'étais prête. Le burofax du cabinet d'avocats, avec son sceau officiel et son langage juridique contondant, est arrivé entre les mains de Nicolas. Ce fut comme un seau d'eau froide qui a brisé l'illusion de sa famille qu'il pourrait utiliser le sentimentalisme et la pression pour me faire revenir. La panique s'est emparée de la maison. Ils ont lu la lettre encore et encore, sans pouvoir croire que j'avais agi d'une manière aussi décidée et professionnelle. Monique s'est effondrée sur une chaise sans force. Chloé marchait d'un côté à l'autre, pâle comme un fantôme. Nicolas, désespéré, s'arrachait les cheveux pendant qu'il appelait mon numéro encore et encore, seulement pour entendre la tonalité d'appel sans fin. Quand les suppliques et les flatteries ont cessé de fonctionner, leur véritable nature est apparue au grand jour. Monique, après un moment de réflexion, a décidé de jouer une carte différente, une carte plus sale et désespérée. Si elle ne nous donne pas d'issue, nous ne garderons pas non plus les apparences pour elle, a-t-elle dit d'une voix rancunière. Nous allons raconter à tout le monde son vrai visage. Une belle fille insolente qui méprise la famille de son mari, qui dès qu'elle a eu une belle maison a abandonné son époux. Nous irons à son entreprise et à celle de Nicolas. Nous le raconterons à tous pour voir s'il lui reste de la face pour regarder les gens. Il pensait que la pression sociale et la honte me feraient reculer. C'était une tactique démodée et cruelle, mais dans leur désespoir c'était la seule chose à laquelle ils pouvaient se raccrocher. Le lendemain matin, Monique et Chloé se sont réellement présentées à mon agence. Elles n'ont pas pu entrer, alors elles sont restées dans le hall et ont commencé leur spectacle. Monique pleurait inconsolablement, racontant comment elle était malade et sa belle-fille ne se préoccupait même pas d'elle. Chloé criait que j'étais une intéressée, que dès que j'avais eu une nouvelle maison j'avais méprisé mon mari et demandé le divorce. Elles ont fait un scandale délibérément pour attirer l'attention des employés de l'immeuble. La nouvelle est arrivée rapidement aux oreilles de mon chef de département. Il m'a appelé dans son bureau avec un visage inquiet. « Manon, on me dit à la réception qu'il y a 2 femmes en bas qui disent être ta belle-mère et ta belle-sœur et qu'elles font un scandale. Qu'est-ce qui se passe ?» J'ai respiré profondément et j'ai raconté à mon chef de forme concise ma situation et que c'était un acte de harcèlement de la part de la famille de mon ex-mari. Je n'ai pas oublié de mentionner que mon avocate s'occupait de tout. Mon chef, qui savait déjà pour l'ordinateur cassé et la présentation perdue, s'est montré incroyablement compréhensif. « Compris », a-t-il dit avec fermeté. « Ne t'inquiète pas, c'est ton affaire personnelle, mais elles altèrent l'environnement de travail de l'entreprise. Je vais faire en sorte que notre département de sécurité et l'équipe juridique s'occupent d'elle. » Il m'a regardé et a ajouté quelque chose que j'ai énormément apprécié. « L'entreprise est de ton côté. Si tu as besoin de n'importe quel type de soutien, n'hésite pas à me le dire. » Le coup désespéré de ma belle famille non seulement ne m'a pas coulé, mais s'est retourné complètement contre eux. Cela n'a servi qu'à montrer leur vrai visage et à ce que je reçoive encore plus de sympathie et de soutien des gens autour de moi. Cette guerre, ils l'avaient perdue dès le moment où ils avaient eu recours à des tactiques aussi viles. La performance de Monique et Chloé dans le hall de mon entreprise a non seulement échoué, mais a déclenché un effet domino qu'ils n'avaient jamais prévu.
Dans mon entreprise, l'histoire s'est répandue rapidement sur les chats internes, mais personne ne m'a critiqué. Au contraire, j'ai reçu d'innombrables messages de soutien et d'encouragement de mes collègues. Ils ne me voyaient pas comme une belle fille ingrate, mais comme la victime d'une belle famille archaïque et abusive. L'image d'une femme indépendante avec une carrière, harcelée par sa belle famille sur son propre lieu de travail, a éveillé l'indignation et la sympathie de tous, spécialement de mes collègues femmes. Sans le vouloir, le drame de ma belle-mère m'avait transformée en symbole de résilience. Mais dans l'entreprise de Nicolas, les choses furent très différentes. Son lieu de travail était une administration publique, un environnement où les valeurs traditionnelles et la stabilité familiale sont très valorisées. La rumeur que sa famille était allée à l'entreprise de sa femme exiger justice est arrivée rapidement aux oreilles de ses collègues, mais au lieu de sympathie, ils l'ont regardé d'un autre œil. Les chuchotements ont commencé. J'ai entendu dire que sa femme a demandé le divorce. Il ne sait pas contrôler son épouse et maintenant il a des problèmes familiaux qui affectent le groupe. Quel genre d'homme laisse sa mère et sa sœur régler ses problèmes? Quell'acche. Quelques jours plus tard, le chef de Nicolas l'a appelé dans son bureau. Le chef, un homme sur le point de prendre sa retraite, l'a regardé avec préoccupation. « Nicolas, tu as un problème à la maison dernièrement? J'entends beaucoup de rumeurs au bureau. Tu es un fonctionnaire de cette entité. Tu dois soigner ton image et ne pas permettre que tes affaires personnelles affectent la réputation du département. Rentre chez toi et règle tes problèmes porte fermée. » Nicolas est sorti du bureau de son chef avec le visage décomposé. La pression du travail, les critiques de ses collègues, tout lui est tombé dessus. Il est rentré chez lui furieux et a déchargé toute sa colère contre sa mère et sa sœur. « Regardez ce que vous avez fait. Vous m'avez rendu ridicule au travail. Vous êtes contente ?» a-t-il crié. Monique et Chloé ne sont pas restées silencieuses. La faute est à toi d'être un mou, de ne pas savoir éduquer ta femme. C'est pour ça qu'elle t'est montée sur la tête et maintenant tu viens nous blâmer nous. La famille, qui avait déjà des fissures, a commencé à s'effondrer de l'intérieur. Le mur solide qu'ils avaient construit s'écroulait par la faute de ses propres bâtisseurs. Pendant ce temps, j'ai reçu un appel de mon avocate, Valérie. « Manon, nous avons déjà l'avantage dans l'opinion publique. Maintenant c'est le moment de donner le coup définitif sur le terrain économique, a-t-elle dit d'une voix ferme. Notre cabinet enverra une mise en demeure officielle exigeant à Nicolas le remboursement intégral des 10 000 € qu'il a retirés du compte commun, en plus d'une indemnisation pour le coût total de l'ordinateur endommagé. Nous lui donnerons un délai concret pour le faire. S'il ne s'exécute pas, nous porterons l'affaire devant les tribunaux comme un acte d'appropriation indue. » J'ai accepté sans hésiter. La bataille devait arriver à sa fin. Ce qui était à moi, je le récupérerais et pour le mal qu'il m'avait causé, il devrait payer. La mise en demeure du cabinet d'avocats avec ses chiffres et clauses claires est arrivée chez Nicolas comme une bombe à retardement. En la lisant, il est resté paralysé. 10 000 € en espèces, plus presque 1 000 d'indemnisation pour l'ordinateur. Presque 2 200 € supplémentaires peut-être pour les frais, une somme pas très grande pour ma famille, mais un problème énorme pour lui. Il a couru chercher sa mère, désespéré. « Maman, et maintenant quoi? Ta belle-fille m'a envoyé ses avocats pour réclamer l'argent. Tu as dit que tu étais malade et que tu en avais besoin. Eh bien maintenant donne-moi l'argent pour le lui rendre. » En entendant le mot argent, le visage de Monique a changé. « Argent? D'où je vais sortir de l'argent moi? Je n'étais pas malade. Je l'ai dit pour la mettre à l'épreuve. » « La mettre à l'épreuve ?» a crié Nicolas. « À cause de ton épreuve, j'ai maintenant une dette énorme. Si toi tu n'as pas l'argent, qu'en est-il de Chloé? L'autre jour je lui ai prêté 500 €. Il s'est tourné vers Chloé, qui était assise en silence. Elle a sursauté. « Cet argent, je l'ai donné à mon mari pour payer une dette du commerce. Maintenant je n'ai pas d'où le sortir pour te le rendre. » À ce moment-là, tout leur réseau de mensonges s'est effondré. Nicolas n'avait pas utilisé les 10 000 € pour la maladie de sa mère. Il en avait utilisé une partie pour payer une dette personnelle et une autre partie il avait prêté à sa sœur. Tout dans mon dos. « Vous êtes des escrocs !» a crié Nicolas impuissant. « Vous m'avez mis dans ce pétrin. » La dispute familiale est devenue de plus en plus aigre. Ils se sont blâmés les uns les autres, se pointant du doigt pour leur propre cupidité et stupidité. Pendant ce temps, ma vie entrait dans une nouvelle phase très positive à l'entreprise. En voyant que j'avais résolu mes problèmes familiaux et récupéré le moral, mon chef m'a confié la direction d'un nouveau projet, encore plus grand que le précédent. Ma carrière, loin d'être affectée, décollait. Le contraste entre ma vie et leur situation rendait leur tragédie familiale encore plus amère.
Incapable d'obtenir l'argent et acculé par le délai des avocats, Nicolas a commis une dernière stupidité. Il est allé jusqu'à mon immeuble, est resté en bas dans la rue et m'a appelé au téléphone sans arrêt. Je n'ai pas répondu. Alors il est monté jusqu'à ma porte et a commencé à la marteler et à crier mon nom, suppliant que j'ouvre pour parler. Moi, tranquillement, je l'ai observé par le Judas. J'ai vu son aspect pathétique et désespéré. Je n'ai pas ouvert. À la place, j'ai sorti mon portable et j'ai enregistré toute la scène, ses cris, les coups dans la porte, les nuisances aux voisins. Ensuite j'ai envoyé la vidéo directement à Valérie. Nous avons plus de preuves de harcèlement, maître, lui ai-je écrit. Nicolas ne savait pas que chacun de ces actes désespérés me fournissait plus de munitions pour mettre fin à ce mariage de la façon la plus rapide possible. Après avoir échoué dans sa tentative de me supplier, Nicolas est rentré chez lui comme une âme en peine. La maison, déjà tendue en soi, est devenue encore plus sombre. Ils se sont assis en se regardant les uns les autres sans rien dire, seulement des soupirs et des regards de reproche. Ils avaient créé un désastre ensemble et maintenant personne ne savait comment le résoudre. Et à ce moment-là, l'homme le plus silencieux de la maison, Jean, mon beau-père, dont j'avais presque oublié l'existence au milieu des conflits, a parlé pour la première fois. Assis sur sa vieille chaise en bois, il a tiré une bouffée de sa cigarette et a expiré la fumée, dense comme ses propres pensées. Il a regardé sa femme, son fils et sa fille, et d'une voix rauque, mais ferme, il a dit « Ça suffit ». Tous ont sursauté. Regardez en quoi vous avez transformé cette maison. Il a frappé la table avec force, un geste qu'il n'avait jamais fait auparavant. Toi, a-t-il dit en regardant sa femme. Toute ta vie à calculer, comparer, monter la tête à tes enfants. As-tu jamais aimé ta belle-fille pour de vrai? Ou la voyais-tu seulement comme une bonne et une source d'argent? Tes problèmes d'estomac sont réels. Mais tu crois que je ne sais pas combien de fois tu as exagéré la douleur pour ne rien faire à la maison? Monique est devenue pâle, bégayant. Jean, qu'est-ce que tu dis? Et toi, Chloé? Il a montré sa fille. Tu t'es mariée, tu es déjà d'une autre famille. Au lieu de prendre soin de ta propre maison, tu viens ici tous les jours manger aux frais de la princesse, soutirer l'argent de ton frère et empoisonner ta belle-sœur. Tu n'as pas honte? Finalement, il s'est tourné vers Nicolas. Son regard était un mélange de colère et d'une déception infinie. Et toi, je n'aurais jamais pensé que tu sois un homme si lâche. Tu laisses ta mère et ta sœur te manipuler, tu n'es pas capable de protéger ta femme et par-dessus le marché tu t'unis à elle pour la critiquer et profiter d'elle. Est-ce que tu es un homme? La colère de Jean a été comme un ouragan qui a balayé toute la fausseté. Elle a laissé tout le monde atterré. Je vous le dis moi, a-t-il crié. Manon était une bonne belle-fille. Cette famille n'a pas eu la chance de la mériter. Vous avez détruit la famille de mon fils par votre cupidité et votre stupidité. Cela dit, il s'est levé, est allé dans sa chambre et a claqué la porte. Sa rébellion a créé une brèche infranchissable. Chloé, voyant que la situation était intenable, a cherché une excuse et partit avec ses enfants, coupant presque complètement le contact. À partir de là, Monique est restée paralysée, démasquée par son mari pour la première fois de sa vie et Nicolas s'est effondré la tête entre les mains. Il s'est rendu compte qu'il avait tout perdu, son épouse, sa famille, son honneur, et tout ça pour avoir obéi aveuglément à sa mère. Ce soir-là, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. J'ai hésité, mais j'ai répondu. Allô? Manon, c'est moi, ton beau-père. La voix de Jean sonnait fatiguée et honteuse. J'ai gardé le silence. Manon, je suis désolé, a-t-il dit avec sincérité. La faute est à ma famille. Je n'ai pas été un bon beau-père. Je n'ai pas parlé quand je le devais. Nicolas est un insensé, ma fille. Je ne t'appelle pas pour que tu le pardonnes. J'espère seulement qu'à partir de maintenant tu auras une vie bonne et heureuse. Tu le mérites. En raccrochant, j'ai senti une étrange légèreté. Cette excuse venue de la personne que j'attendais le moins m'a donné une espèce de libération émotionnelle. La bataille juridique continuait, mais la guerre dans mon âme semblait être arrivée à sa fin. Le jugement de divorce s'est tenu un matin de fin juin. Le ciel était dégagé et le soleil brillait. En contraste clair avec l'ambiance solennelle et froide de la salle. Je suis arrivée avec mon avocate Valérie. Elle portait un élégant tailleur beige et les cheveux attachés. J'étais complètement tranquille et sûre de moi. Sur le banc d'en face, il y avait Nicolas. Il semblait décharné et abattu, les cheveux en bataille et des cernes. Il était seul. Ni Monique ni Chloé n'étaient venues. Elles n'avaient probablement ni le courage ni la face pour m'affronter. Dans la rangée de derrière, j'ai vu la silhouette familière de Jean assis en silence dans un coin. L'audience fut rapide et professionnelle,
sans les disputes ni les drames que j'avais imaginés. Valérie a présenté le cas de forme claire et logique. Elle a apporté les preuves du conflit insurmontable, du manque de responsabilité de Nicolas, du retrait d'argent du compte commun et la vidéo de son harcèlement chez moi. Tout était irréfutable. Quand le juge s'est dirigé vers Nicolas et lui a demandé « Avez-vous quelque chose à alléguer à ce qui est exposé par la demanderesse ? Êtes-vous d'accord avec le divorce ?» Il a levé la tête et m'a regardé. Dans ses yeux, il n'y avait plus ni colère ni reproche, seulement une fatigue et un repentir infini. Il m'a regardé comme s'il me voyait pour la première fois, non comme son épouse ou sa belle-fille, mais comme la femme forte et indépendante qu'il avait perdue. Il a respiré profondément et a dit d'une voix rauque « Je n'ai rien à alléguer. Je suis d'accord avec le divorce. Toute la faute a été la mienne. » Il a accepté toutes mes demandes, depuis la restitution de l'argent jusqu'à l'indemnisation pour les dommages. Le juge a frappé du marteau et a déclaré « Le divorce est accordé. » Le son sec et définitif a mis fin à mon mariage orageux. Tout le processus légal était terminé. Je suis sortie de la salle avec Valérie, marchant vers la brillante lumière du soleil. J'ai respiré profondément, sentant dans ma poitrine une liberté que je n'avais jamais expérimentée auparavant. En passant par le couloir, j'ai vu Jean debout dans un coin. Il m'a regardé sans rien dire, a seulement hoché légèrement la tête. Un geste de reconnaissance, de respect et d'excuse silencieuse. Je lui ai rendu le geste et je me suis retournée pour partir. Le passé, avec toutes ces personnes et sa douleur, était enfin resté derrière. Une nouvelle vie m'attendait. Avec le jugement de divorce en main, je suis sortie du tribunal par un après-midi ensoleillé. Pour la première fois depuis plus de 2 ans, j'ai senti que je pouvais respirer à plein poumon. La charge invisible que j'avais portée sur mes épaules pendant si longtemps avait finalement disparu. J'étais libre. Je suis retournée à mon appartement sans Nicolas, sans invités indésirables, sans critique. La maison était étrangement silencieuse, mais ce n'était pas un silence froid, c'était la quiétude de la paix. J'ai passé l'après-midi à tout réorganiser, rangeant n'importe quelle chose qui me rappelait lui, plaçant les meubles à mon goût. La cuisine, qui une fois fut l'épicentre du service et de la frustration, est devenue mon propre espace créatif. Quelques semaines plus tard, Valérie m'a informé que Nicolas avait payé la totalité de la somme stipulée dans le jugement. J'ai appris que pour obtenir l'argent, il avait dû vendre la moto qu'il aimait tant et demander un prêt à son père. Le dernier lien économique entre nous s'était rompu proprement. Je me suis plongée dans le travail avec une énergie renouvelée. Sans avoir à courir à la maison pour préparer le dîner, sans distraction pour des affaires triviales, je me suis concentrée complètement sur ma carrière. Mon nouveau projet fut un succès retentissant, obtenant un gros contrat pour l'entreprise. J'ai reçu une prime et une promotion. Je me suis rendu compte que ma valeur ne résidait pas dans la cuisine, mais dans ma capacité et mon effort. J'ai commencé à reprendre contact avec de vieux amis que j'avais presque oubliés pendant mon mariage. Nous nous retrouvions pour prendre un café, aller au cinéma, faire du shopping. En écoutant mon histoire, mes amis avaient pitié de ce que j'avais traversé, mais se réjouissaient pour moi. Sortir de cette maison a été la meilleure chose qui ait pu t'arriver, Manon, m'a dit ma meilleure amie. Maintenant tu dois vivre pour toi. Un après-midi en parlant avec des amis, l'une d'elles a eu une idée. Dis donc, tu cuisines à merveille et tu fais des photos magnifiques. Pourquoi n'essaies-tu pas d'ouvrir un blog ou une chaîne YouTube de cuisine ? Qui sait ? Peut-être que tu triompheras. Cette suggestion a résonné dans ma tête comme une idée brillante. Cuisiner était ma passion. Une passion qui en son temps était devenue une obligation épuisante. Maintenant, pourquoi ne pouvais-je pas la transformer en une source de joie, une façon de partager et de m'exprimer ? J'ai décidé d'essayer. J'ai appelé mon blog de cuisine « La cuisine de Manon Paix ». Paix pour la tranquillité et la sérénité que je voulais sentir et Manon pour mon prénom. Je voulais que ma cuisine, à partir de ce moment, ne soit remplie que de joie et de calme. J'ai commencé à partager mes recettes préférées, sans avoir à m'adapter au goût de personne d'autre. Je cuisinais pour moi, je présentais les plats de façon attrayante et je les photographiais avec mon nouvel appareil. La cuisine, qui fut le champ de bataille de guerres invisibles, est devenue mon studio créatif. En plus des recettes, j'écrivais de petites histoires. Je parlais de mes souvenirs associés à chaque plat, de la joie de faire cuire un gâteau, de comment la cuisine m'avait aidé à guérir mes blessures. Je ne me complaisais pas dans le passé, je me concentrais seulement sur le positif et sur la passion. Étonnamment, mon blog a commencé à gagner rapidement en popularité. Les photos attrayantes, les recettes faciles et les réflexions sincères ont connecté avec beaucoup de gens. J'ai commencé à recevoir les premiers commentaires et messages. Merci pour la recette. Mon poulet à l'ail était délicieux.
Lire tes posts m'inspire beaucoup. Je vais retomber amoureuse de ma cuisine. Manon, tu es très forte et optimiste. Je te souhaite le meilleur. Pour la première fois, j'ai senti la joie de cuisiner pour autrui sans que ce soit une obligation. J'ai trouvé une communauté, des gens avec la même passion qui valorisaient mon effort. De temps en temps, des nouvelles de mon ancienne belle famille m'arrivaient, à travers des connaissances communes. Apparemment, après mon départ, l'ambiance chez eux était très tendue. Nicolas avait dû retourner vivre chez ses parents. Sans moi, il devait cuisiner lui-même ou manger dehors. Sa mère avait recommencé avec ses traditionnels maux d'estomac. Chloé ne leur rendait visite qu'à peine, puisqu'il n'y avait personne pour la servir. J'écoutais ces histoires avec une indifférence totale. Ma décision avait été sans aucun doute la bonne. Un beau jour, j'ai reçu un courriel de l'éditeur d'un magazine de gastronomie connu. Il disait qu'ils étaient très impressionnés par la cuisine de Manon Pey et m'offraient de collaborer en écrivant une petite rubrique mensuelle sur la cuisine maison. Avec le courriel en main, je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Ma passion m'ouvrait un nouveau chemin, une reconnaissance que je n'avais jamais osé rêver. Écrire pour le magazine de gastronomie m'a ouvert beaucoup de portes. J'ai assisté à des présentations de livres, à des ateliers de cuisine, et c'est dans un atelier de photographie culinaire que j'ai rencontré Léo. C'était un photographe freelance spécialisé dans la photographie pour restaurants et magazines. Il avait 5 ans de plus que moi, avec un aspect aimable, un sourire chaleureux et surtout un regard plein de vie. Ce jour-là, il était le professeur de l'atelier. Il parlait de la lumière, de la composition, de comment donner vie à un plat à travers l'objectif. Sa passion et son professionnalisme m'ont captivé. Après le cours, il s'est approché pour parler avec moi. « Bonjour, je suis ton blog, La cuisine de Manon Pey. J'adore tes plats et ta façon d'écrire. C'est très authentique et inspirant. » Son compliment m'a fait rougir un peu. Nous avons parlé un moment et je me suis rendu compte que nous avions beaucoup en commun, de l'amour pour la nourriture à notre façon de voir la vie. Léo était complètement différent de Nicolas. Il m'écoutait avec attention. Il posait des questions sur mon travail avec une curiosité sincère. Il ne jugeait ni n'imposait, il montrait seulement du respect. Nous avons gardé contact. Parfois il m'écrivait pour commenter un plat que je venais de publier ou pour me donner un truc de photographie. Un week-end, il m'a proposé quelque chose. J'ai vu que dans tes dernières photos la lumière n'est pas la meilleure. Si tu n'as pas de plan ce week-end, ça t'ennuie si je passe et t'aide à faire une nouvelle session? Considère ça comme mon paiement pour toutes les recettes délicieuses que j'ai apprises de toi. Sa proposition était charmante et subtile. C'était une aide, une collaboration, pas une faveur condescendante. J'ai accepté enchanté. La séance photo a été très amusante. Il a apporté son équipement professionnel, m'a appris à composer la scène, à trouver le meilleur angle. Nous avons travaillé ensemble. Nous avons ri ensemble dans ma cuisine. Pour la première fois un autre homme était dans ma cuisine, pas pour qu'on le serve, mais pour créer avec moi. Après ce jour-là, nous sommes devenus plus proches. Il m'invitait à prendre un café, à découvrir de nouveaux restaurants en ville. À ses côtés, je me sentais toujours tranquille et je pouvais être moi-même. Je savais que je commençais à ressentir quelque chose pour lui, mais j'avais encore mes réserves. La blessure du passé, bien que fermée, avait laissé une cicatrice invisible. Un soir, après m'avoir accompagné chez moi, Léo n'est pas parti tout de suite. Il m'a regardé avec tendresse. « Manon, je sais que tu as traversé des moments difficiles et je ne veux pas me précipiter, mais tu me plais vraiment. Me donnerais-tu la chance de te connaître ? » Sérieusement. Il ne m'a pas pris la main ni ne m'a serré dans ses bras, il est simplement resté là à attendre ma réponse. Avec tout le respect du monde, je l'ai regardé dans ses yeux sincères et mon cœur, après tant de temps endormi, a commencé à battre à nouveau. J'ai souri, un sourire radieux. Oui. J'ai décidé de me donner une autre chance d'aimer. Cette fois, j'étais sûre d'avoir bien choisi. 1 an plus tard, la cuisine de Manon Pey était devenue l'un des blogs de gastronomie les plus aimés. Mon premier livre de cuisine, une compilation de mes meilleures recettes et histoires, venait d'être publié avec d'excellentes critiques. Ma carrière dans l'entreprise continuait son ascension. J'avais trouvé l'équilibre, l'indépendance et la joie dans ma propre vie. Ma relation avec Léo avait aussi fleuri. C'était un petit ami merveilleux, toujours à me soutenir et à m'encourager en tout. Il n'était pas seulement mon partenaire, mais mon compagnon, mon complice. Un samedi soir, dans mon appartement douillet, Léo et moi préparions le dîner ensemble. Nous testions une nouvelle recette de pâtes. Il pétrissait la pâte, je préparais la sauce. La cuisine, qui une fois fut l'origine de toute ma tristesse, était maintenant pleine de rire et de l'arôme du bonheur.
Je crois que tu as mis un peu trop de sel, a dit Léo, goûtant la sauce et riant. Eh bien, ajoute-y un peu de sucre, lui ai-je répondu en riant aussi tout en coupant les légumes. Nous plaisantions, goûtions, ajustions. Cuisiner n'était plus l'obligation d'une personne, mais un plaisir partagé. À ce moment-là, on a sonné à la porte. C'étaient mes parents qui venaient dîner. En nous voyant Léo et moi affairés dans la cuisine, ma mère a souri satisfaite. Mon père a hoché la tête heureux et s'est assis à table. Le dîner s'est déroulé dans une ambiance incroyablement chaleureuse. Mes parents adoraient Léo. Ils voyaient la sincérité et l'amour qu'il me portait. Ils voyaient que leur fille avait enfin trouvé un port sûr. Quand nous avons fini de dîner, Léo s'est levé pour débarrasser les assiettes. Vous, restez assis, ne vous inquiétez pas. De la vaisselle, je m'en charge moi, a-t-il dit en me faisant un clin d'œil. Je l'ai regardé. J'ai regardé mes parents riant heureux. J'ai regardé l'appartement décoré à mon goût et mon cœur s'est rempli d'une profonde gratitude. Une fois j'ai pensé que le mariage était un enfer, mais ce n'était pas le cas. Le problème n'est pas le mariage, mais la personne avec qui tu te maries. J'avais fait un grand détour, j'avais trébuché et souffert, mais à la fin je m'étais relevée plus forte et plus heureuse. Non seulement j'avais échappé à un mariage toxique, mais j'avais construit une nouvelle et belle vie depuis ses cendres. Et ce bonheur, personne ne me l'avait offert. Je l'avais gagné moi-même avec effort et courage. Et il était doux. Et je le méritais.